Merci, hein, vous êtes tout à fait à la hauteur de la table ronde précédente. Donc, c'est incroyable comme vous projetez les choses. À la fois, vous mettez finalement en avant l'intelligence pas artificielle. C'est le numéro 1. Ça, c'est quand même, ça serait presque rassurant quelque part. Et à la fois, on est obligé quand même de réfléchir avec des outils pour répondre à nos problèmes les plus quotidiens. On en a vu une série, on en a vu des exemples. Ça me semblait extrêmement important de montrer un exemple où il y a le patient et l'entourage du patient qui est concerné par la thérapeutique. Parce que ça, c'est quand même aussi un des points forts, à mon avis, des progrès qu'on va pouvoir essayer de développer. Donc, il y a de l'intelligence, pas artificielle. Et puis, il y a des outils et des aides. Moi, j'ai envie, avant de vous laisser parler, parce que vous parlez tous très bien, et puis vous avez tous envie de continuer à nous expliquer, il y a un truc que vous n'avez pas posé, et pourtant, dans toutes les données qui y vont, c'est l'image. Vous n'avez pas parlé d'image. Vous avez parlé de réseau, vous avez parlé de process, vous avez parlé de programme, mais finalement, l'image nous a déjà atteints quand on veut parler à des amis, de la famille, ce que vous voulez, pof, on se met tout de suite en image. Avec les services de secours, on a peu d'images. On a un peu parlé d'un très bel pied brûlé qui semblait commencer à guérir, mais on va être atteint par le fait que les gens vont nous mettre en pleine figure l'image qu'ils ont devant eux en disant bah, « Tiens, il faut venir, il y a ça, et voilà ce qu'il y a, je vous le montre, parce que comme ça, je ne sais pas bien l'expliquer. » Alors, je prends juste la parole juste pour dire qu'en fait, c'est vrai que l'image est intéressante parce que j'ai tellement de médecins devant moi que j'ose pas le dire. Ce qu'on m'a dit, comme ça c'est que le cerveau traite l'image 60 000 fois plus vite que le texte. Donc en fait, effectivement, à un moment donné, il faudrait trouver dans ces systèmes un moyen de montrer ce qui se passe. Alors je sais pas comment ça peut aider, mais au fond, aujourd'hui, l'image, c'est quoi? C'est prendre une photo, c'est l'envoyer, il y a toutes les infrastructures et tous les outils. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Il faut arrêter de partir de la technologie. Il faut arrêter de partir de la technologie. Tous les moyens technologiques, on les a. D'accord? La 5G, c'est demain. Voilà. La 5G, c'est demain. Vous irez 10, 100 fois plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Ok? Tout le monde est connecté. Les capacités des téléphones, c'est gigantesque. On pourra peut-être même faire des traitements ou des calculs avant dans le téléphone, avant dans l'information. Il n'y a pas de sujet. Mais qu'est-ce qu'on veut en faire? Où est-ce qu'on veut aller? Quel est le sens? Toutes les grandes entreprises, elles réussissent dans la durée parce qu'il y a un sens à leur action. Et c'est ça qu'il faut définir, selon moi. Moi, j'ai été extrêmement satisfait par votre dernière diapositive. Parce que celle-là, on l'a vu au quotidien. Ouais. Et ce que vous nous expliquez, c'est que finalement, on parle des nouvelles technologies, on se gargarise de nouvelles technologies, mais la limite, c'est notre esprit. C'est notre manque de conceptualité, c'est notre manque de projection, et c'est surtout c'est notre manque de pragmatisme. À un moment, il faut savoir partir de la feuille blanche. C'est-à-dire, c'est quoi mon problème? Puis ensuite, on trouvera les gens qui ont les solutions techniques pour résoudre le problème que j'ai bien posé. Exactement. Et c'est bien ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Oui. Et en médecine d'urgence, poser le bon problème, c'est pas toujours simple. Ça va nécessiter parfois de sortir de notre filière habituelle, donc d'arrêter de pousser la roue carrée et de regarder les choses avec un petit peu de recul. Et là, moi, je suis assez satisfait quand vous avez dit que c'est pas uniquement les jeunes qui. Il y a un moment où, quand on a fait tellement de fois la même erreur, qu'on finit par se dire, mais merde. C'est pas comme ça, on n'y arrivera jamais. Donc, je pense que c'est quelque chose de conceptuel. Moi, ce que je disais, je parlais tout à l'heure avec Jean-François Desnos, qui est quand même un vieux penseur dans ce domaine. On a découvert que ce n'était pas seulement d'être docteur qui était important, c'était pas seulement d'avoir le savoir, c'était de travailler, avoir une interface avec quelqu'un qui est celui qui a besoin de nous. Et si on sait ce dont il a besoin, on va pouvoir construire les outils pour répondre à la vraie question, et pas celle que nous avons imaginée être celle qu'on pouvait répondre. Alors, juste pour aller dans votre sens, vous connaissez SAP, qui est un très grand logiciel. Vous connaissez peut-être moins la D-School, qui est à Stanford, qui est une école qui a été fondée par un des fondateurs de SAP. Et ils ont mis en place un processus qui s'appelle le Design Thinking. Vous avez probablement entendu parler du Design Thinking. Le Design Thinking, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir... Vous avez une idée, par exemple, d'une baignoire pour les personnes du 3e âge. La première chose qu'on va vous dire, c'est tu vas aller voir la personne, tu vas comprendre quel est son besoin et après tu vas designer. L'histoire de la D-School, c'est que quand ils ont mis en place et quand ils ont développé SAP au départ, c'était une telle usine à gaz. Il y avait une telle souffrance
aussi bien dans les entreprises que chez les collaborateurs de SAP, au point que certains se donnaient la mort. Le mec s'est dit, on va arrêter avec ça. On va trouver une façon de faire qui va d'abord prendre en considération le besoin. Une fois que le besoin il est défini, alors là, on peut avancer. Moi, j'ai vu des gens venir nous voir en nous disant j'ai de la donnée, il me faut de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Mais je peux faire n'importe quoi, en fait. Aujourd'hui, la data, on peut lui faire dire n'importe quoi. Et c'est un gros risque. Donc, partez de votre besoin. Ce discours-là, je l'ai tenu à l'ENA, je l'ai tenu chez Engie, chez Enedis, et les gens sont perdus de la même manière dans la relation à la technologie. Vous inquiétez pas, la technologie ne prendra pas votre place. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le jour où il n'y a plus de place dans l'homme, dans l'humain, pour l'humain, dans la société, ça sera la révolution. D'accord ? Moi, je dis tout le temps à mes étudiants, vous imaginez un monde où il n'y a plus de travail ? Qu'est-ce qu'ils feront les gens au quotidien ? Qu'est-ce qu'ils feront ? Si vous ne pouvez pas éduquer vos enfants, les enseigner, manger, parce que vous avez développé un pseudo-algorithme, excusez-moi, à la con, qui va faire je ne sais trop quoi, qu'est-ce qui va se passer ? C'est à vous qu'on coupera la tête en premier. Donc votre sujet, c'est des applications qui font avancer la société. Et on a, nous, traité ce sujet-là sur Epitech depuis 4 ans, et je suis très content de voir qu'aujourd'hui, enfin, il y a un changement de perception sur la place de la technologie dans la société. Et vous avez une place qui est importante. Alors, professeur Jean-François Desnaux, votre commentaire. Oui, alors, il faut dire que les innovations viennent globalement de 2 endroits. Premièrement, des professionnels eux-mêmes, ce qu'on a vu avec Pierre il y a quelques minutes, et puis des gens qui font des solutions et qui essayent finalement de voir si ces solutions ont un véritable besoin pour la santé. Alors, il y a un besoin absolument de se parler dans ces 2 mondes, et c'est un petit peu l'absenté, c'est un petit peu ce qu'il fait. Il essaye de faire parler un petit peu tout le monde ensemble. Parce que finalement, globalement, c'est toujours assez difficile pour les professionnels de santé de trouver la bonne personne capable de faire ce qu'il a envie et ce qu'il a besoin de façon qu'on fasse. Deuxièmement, ceux qui ont la technologie, globalement, ils essayent de l'appliquer sans regarder un petit peu quels sont les véritables besoins. Et nous, ce qu'on voit finalement, c'est... là, on a vu en 2 ans, on a vu 300 startups sur la santé. Et c'est vrai que sur la médecine d'urgence, sur les 300, il y en avait 3. Donc il y a quand même un espèce de gap entre les deux. Et donc tout ça parce que finalement, on a bien vu un petit peu la problématique des urgentistes depuis ce matin. Et puis en même temps, il faut voir la problématique des industriels ou des start-upers qui sont, eux, rentrés dans un monde difficile. Déjà, l'hôpital, c'est compliqué, mais alors pour eux, la médecine d'urgence, c'est encore plus compliqué. De toute façon, ils vont nous envoyer, ils ont plein de boulot, ils vont nous envoyer paître, etc. Donc, il y a besoin de se parler pour avancer. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Et si on arrivait, c'est peut-être un petit peu, j'avance un petit peu, mais si on arrivait déjà à faire un petit groupe avec des industriels qui ont vraiment envie, quand je dis industriels, ça commence aux start-upers, ça va aux grands groupes, qui ont vraiment envie de faire quelque chose en médecine d'urgence, et véritablement les gens qui connaissent les besoins, plutôt qu'avoir quelque chose et de dire oui, mais finalement ça ne me sert à rien, ça serait plus intéressant déjà de voir cette réflexion, c'est-à-dire entre ceux qui sont capables de faire des choses et ceux qui ont besoin de ces choses. Je pense que là, on devrait arriver à faire des choses très intéressantes. Et c'est vrai que quand on prend la silver economy, moi je vous sors 75 startups sur l'Île-de-France. Si je vous sors la médecine d'urgence, pour l'instant, il y en a 3 qui sont venus nous voir, ce qui est finalement quand même pas beaucoup. Merci beaucoup, mais vous êtes finalement en train de nous dire tous les deux, Emmanuel Carly et toi, Jean-François Desnaux, que ce qui compte, et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans les livres, mais qui est peu mis en pratique, c'est finalement le cahier des charges. C'est quoi le cahier des charges ? Et puis après, on trouvera les solutions, etc. Est-ce qu'on est bien d'accord ? C'est dans ce sens-là que vous exprimez ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que... il ne faut pas travailler en silo, quoi. Il ne faut pas que les industriels travaillent en silo. Il ne faut pas que les urgentistes ou les professionnels de santé dans son ensemble travaillent en silo. Donc il est très important, les industriels sont incapables de façon de définir quels sont les besoins des urgentistes. Et les urgentistes sont seuls capables de faire ça. Mais en revanche, pour avancer très vite dans un certain nombre de solutions, c'est vrai qu'on a besoin incontestablement d'industriels. Donc il faut absolument définir ses besoins et se parler et construire finalement des consortiums qui nous permettent d'avancer. Alors 2 minutes. Juste pour préciser un point, j'ai eu cette question, je suis désolé, j'ai eu cette question à l'ENA sur justement les investissements publics et les problématiques qu'ils avaient à
à faire avancer la technologie liée à cette question des cahiers des charges et des appels d'offres. Il faut sortir de cette logique-là. La fille me disait, aujourd'hui, on essaie de mettre en place des méthodes agiles, mais ça n'a pas bien marché. Parce qu'on est dans un contexte où on passe des mois à faire un cahier des charges. D'accord ? Ce cahier des charges, de toute façon, quand vous le reprenez, quand vous relisez, vous comprenez que vous n'avez pas tout compris. Quand vous le donnez à quelqu'un qui va faire le travail, il y a la moitié des choses qu'il n'a pas compris. Versus, je lui ai dit, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous mettez dans des méthodes agiles, vous définissez une itération avec ce que vous voulez faire, et les 2 € que vous mettez dedans, à la sortie, vous devez les avoir transformés dans votre logiciel. Si ce n'est pas le cas, arrêtez. C'est que vous n'avez pas compris le truc. Donc arrêtez les grands projets, les grands développements sur des années et des années. Quand vous avez il faut faire des itérations, et à la fin de l'itération, vous avez ce que vous voulez. Ensuite, à propos de la relation avec les industriels, ne travaillez pas avec des gens qui vous disent il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Moi, j'ai tellement vu de gens qui me disent punaise, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et je leur dis à chaque fois, ben, quand vous saurez ce qu'on fait, on fera quelque chose. Pour l'instant, moi, j'en sais rien. Donc, définissez-vous d'abord votre besoin entre vous sur ce qui est critique, trouvez des gens qui vont travailler avec vous avec une méthode qui est agile, acceptez-vous que vous puissiez mettre 10 € sur la table et de les perdre, parce que 10 €, c'est simplement, ou le montant que vous voulez, peu importe. Ce montant-là, vous le perdez parce que vous n'avez pas compris, c'est que vous n'êtes pas mature, plutôt que de faire un appel d'offres à des millions et de tout bousiller. Et c'est ça la différence de mindset qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est ça ce que font les startups, c'est pour ça que ce monde-là est très agile, et très habile, et va très vite, et beaucoup plus vite que les acteurs historiques. Alors, quand on est directeur des systèmes d'information, on a déjà 120-150% de son temps qui est occupé au quotidien. Il y a des trucs qui ne marchent pas, il faut monter, il faut changer, etc. Comment on raccroche les wagons? Comment on soutient les professionnels à ce niveau-là? Alors, on est toujours en difficulté quand on a des bonnes idées qui arrivent, parce qu'on doit d'un côté construire, c'est pour ça qu'on va parler tout à l'heure d'Agile et de DevOps, mais on a ce besoin de construire. Si on n'a pas un réseau informatique qui marche, on peut développer ce qu'on veut comme application. Si on vous coupe votre réseau dans les SAMU, aux urgences, vous ne fonctionnerez pas avec de l'informatique. Donc on doit faire ces investissements, et ça c'est des investissements lourds, une déconstruction, etc. On développe, on a du SAP LAP, on gère des payes, on ne fait pas de développement agile sur les payes, on n'a pas des idées sur les payes tous les jours. Alors, s'organiser pour faire ces applications un peu de fond. Là, on déploie différents sujets dans les urgences pour faire un certain nombre de sujets. Et à côté, et on le fait à côté, où là, on travaille sur tout ce qui est agile. Donc, on a effectivement commencé à avoir une petite équipe sur la partie agile. Alors, DevOps, agile, c'est une façon de faire. DevOps, c'est aussi une autre façon de faire qui intègre plus nos équipes informatiques, l'ensemble des métiers informatiques autour du développement. Mais on est parti sur ce type de sujet. Et notre frein, il y a 2 freins. Il y a effectivement le frein des marchés publics, qui est clairement un problème. Et notre deuxième frein, c'est de pouvoir avoir les talents, les compétences. Dans le domaine public et à l'hôpital, on ne sait pas recruter et garder les compétences. On ne sait pas les payer, on ne sait pas les garder, etc. Et donc on se retrouve à faire des choses un peu surprenantes. Alors avec Sauve Life, c'était une association, ça a duré longtemps quand même, parce qu'il a fallu qu'on fasse un simili d'appel d'offres, etc., pour qu'on arrive à quand même faire quelque chose. Mais on voit bien qu'on s'est quand même mis dans une certaine complexité pour faire quelque chose qui semblait assez évident. Donc on a toutes ces contraintes-là. Et le rapport Villani sur l'IA était assez intéressant, puisqu'il proposait beaucoup de simplification dans son expression, en tout cas, des difficultés, mais il parlait des problèmes de recrutement, ça n'a pas été résolu. Il parlait des problèmes d'appel d'offres, ça n'a pas été résolu, etc., etc. C'est-à-dire qu'il posait bien les problèmes, les solutions, elles sont aussi devant nous. Donc voilà un petit peu les différents éléments. Donc on est bien sur développer des nouvelles applications. Toute la partie IA, intelligence artificielle, masse de données. Alors on l'a fait sur la réanimation en début d'année, on a fait un hackathon sur la réanimation où on a eu 19 équipes. Et c'est des choses qui sont aussi aux urgences. C'est-à-dire que c'est comment on anticipe le fait qu'un patient s'aggrave en utilisant l'ensemble des données qui sortent des respirateurs et autres, enfin de l'ensemble des appareils médicaux qui est en réanimation. On peut l'avoir exactement le même sujet. Donc c'était comment on prévoit l'aggravation, ou comment, il y avait une autre équipe qui est passée, qui est comment on prévoit le fait qu'un patient va être réhospitalisé en réanimation alors qu'on l'a sorti. Comment on peut anticiper ce type d'événement. Donc on voit bien qu'on a cette dynamique-là,
Notre limite, encore une fois, c'est notre capacité, nos compétences et notre capacité de faire dans un hôpital public, dans un domaine public. Donc là, on est sur des éléments d'investissement au niveau de l'AP sur ce type de sujet, mais qui restent, encore une fois, trop limités. Merci. Alors, juste un mot, Nicolas, et puis il faut que je donne la parole à notre présidente, parce qu'en plus, elle travaille dans la région, elle va me faire la gueule pendant je ne sais pas combien de temps, donc il faut absolument lui passer le micro. Tu as 1 minute. Oui. Moi, je voulais dire que, finalement, aux urgences, on est même le milieu privilégié pour cet environnement numérique tel que je l'ai montré. Pourquoi ? Par définition, on est curieux aux urgences, on est adaptable, et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé au SAMU de Paris. On identifie dans la chaîne de secours qu'il y a un chaînon manquant qui a pourtant un potentiel énorme, qui est le premier intervenant, l'entourage du patient. Et on trouve une solution. Effectivement, il a fallu passer par la page blanche. Mais ça, on le fait tous les jours. On est par définition la spécialité du multitâche. Et je pense qu'il ne faut pas que les industriels aient peur de venir nous voir, parce qu'on va être capable, malgré la recherche de lit, tout ça qui nous empoisonne, la roue carrée qui nous empoisonne, on va être capable quand même, un moment, de sortir de ça et de dire, tiens, pourquoi pas cette tâche, je peux l'intégrer dans ma démarche professionnelle, etc. Alors effectivement, il y a la problématique de ressources humaines, de gestion de projet, du cadre réglementaire qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que, oui, on est trop dans des heures normées à l'hôpital public, en tout cas. Et il y a une vraie réflexion à avoir globale, mais il y a une vraie réflexion. Il faut laisser cette place à des projets innovants. Et donc on est résilient, en fait. On est très résilient aux urgences, et mais innovant. Parfois presque trop. Exactement. Parfois presque trop. Agnès, pose ta question, je t'en prie. Et d'ailleurs, c'est ouvert à tous si vous avez des questions à poser. Alors, are you too busy to innovate? Ça me parle bien, moi, ça. Ça me parle bien parce que à l'hôpital, justement, public, on est souvent coincé dans nos idées pour les faire avancer. Et ce qui nous manque, c'est quelqu'un comme vous, qui vienne nous aider. Alors moi, je suis une fille pragmatique. Comment on fait? En pratique, l'identification du besoin, on l'a bien, on le connaît. En régulation, on sait qu'il faut qu'on tourne vraiment vers le numérique, vers la visio, vers la téléconsultation. L'identification du besoin, on l'a bien. Le cahier des charges, pour nous, c'est un passage obligé parce que rien ne peut se faire à l'hôpital public sans faire un cahier des charges. Vous nous dites, oubliez le cahier des charges. Concrètement, comment on fait? Et comment on crée les partenariats avec vous dans un système contraint administratif qui est très service public? Est-ce que vous avez des idées un peu innovantes là-dessus pour nous permettre d'avancer plus vite et pas passer effectivement 2 ans sur une bonne idée, un bon projet, mais où on est finalement dans un carcan pour faire évoluer notre outil numérique? Parce que là, il y a une urgence, effectivement. En régulation médicale, vous avez bien vu l'actualité, il y a une urgence à évoluer très vite. On a envie d'évoluer très vite, mais concrètement, comment on fait? Je vais vous répondre très concrètement, parce que cette problématique que vous avez, croyez-moi, vous n'êtes pas la seule à avoir. Il y a quelques semaines, je déjeune avec le VP sécurité de Thales qui me dit j'ai un problème de compétences, de ressources, blablabla, tout le monde là de toute façon. J'ai besoin d'avancer sur des questions précises de sécurité, comment je peux faire? Il y a quelques années, je vois le groupe Bouygues qui me dit on a un problème parce qu'on a un laboratoire d'innovation, mais les collaborateurs dans l'entreprise se mettent trop de freins, ils ne regardent pas assez à l'extérieur. Comment on peut faire? L'année dernière, je rencontre le groupe Vente Privée qui me dit la même chose. J'ai des problèmes de recrutement, je dois recruter 300 personnes par an, j'en trouve pas. Plus j'ai des problèmes opérationnels pointus à traiter, j'ai pas les compétences, comment on peut faire? On a monté à Epitech il y a 4 ans une structure qui s'appelle le Hub d'innovation, dans le cadre duquel en fait on mixe les entreprises, les acteurs, avec les étudiants. La position est la suivante. Tous les acteurs, aujourd'hui on va parler des médecins urgentistes, sont ceux qui connaissent précisément les besoins. Les étudiants, les startups, ne connaissent pas votre quotidien. C'est un mec un soir qui fait un rêve et qui se dit « Punaise, je vais révolutionner la santé en disant ça » et tout le monde les croit. Waouh, c'est fantastique. Vous voyez, dans le secteur de l'éducation, par exemple, vous avez des directeurs d'école aujourd'hui qui osent avoir des positions du style « apprendre c'est dangereux » et tout le monde leur dit « Ouais, mais t'as raison, apprendre c'est dangereux. Mais t'as une école, tu fais quoi? T'apprends. Donc arrêtons de dire ça, on est dans un monde qui est fou. » Donc, on a fait en sorte de mixer les besoins précis des opérationnels avec ces étudiants qui sont hyper créatifs, qui n'ont aucune limite. Quand Bouygues s'est installé sur le campus, ils sont venus avec leur box, leur nouvelle box. On l'a eu à l'école 6 mois avant le marché.
On l'a mis dans les mains des étudiants, et les étudiants leur ont dit, mais votre truc télé, ça m'intéresse pas. Oh punaise, mais pourquoi? Non mais moi je regarde pas la télé sur ton truc, je regarde la télé sur mon ordinateur. Donc j'ai besoin que du réseau en pratique. Et c'est là qu'en ce moment vous voyez le décalage vers les box à côté, les Apple TV ou les TV connectés ou le streaming qui se développe beaucoup parce que les usages sont complètement différents. Le premier jour, et je vais vous expliquer comment on va fonctionner, et je vais vous dire que les portes de l'école sont complètement ouvertes. La seule chose que je vous demande, c'est de venir avec des gens qui vont exprimer un besoin très clair, et on va vous mettre des étudiants en face. Moi, je ne vais rien vous demander. Je vais juste vous demander de venir dans l'école, d'exprimer quels sont vos problèmes, et nous, on va faire travailler les étudiants sur ces problématiques-là. On va même reconnaître le travail qu'ils feront pour vous avec des crédits. On avait, à l'époque, rencontré avec Romain et Mathias, que je vois là-bas, qui ne me reconnaît pas, mais moi, je le reconnais. Il avait une problématique très précise sur l'anticipation. On n'est pas allé au bout parce qu'au fond, jusque-là, on ne se connaissait pas bien, on se tournait autour, mais là, je pense que maintenant, il faut y aller. Et donc, vous viendrez, et ce que j'ai dit à Bouygues à l'époque, vous savez ce que vous faites? Donc, si la structure qui est censée porter l'innovation, c'est le Lab Santé, bien sûr, et le professeur Carly et tout le monde, vous êtes les bienvenus à l'école, vous allez venir passer le temps que vous voulez, quand vous voulez. On va vous mettre avec des étudiants. Et avec Bouygues, ce qui s'est passé, c'est que le directeur de l'innovation est venu un jour en disant on a un problème de sécurité sur un grand chantier, sur une centrale nucléaire. En France, il n'y en a pas beaucoup, vous savez de laquelle on parle. Comment on pourrait faire? Et on avait, comme on est une école, en avance de phase, des technologies en avant. On avait les Google Glass. Alors les étudiants, tout de suite, se disent bon, on pourrait faire un truc, on met des Google Glass, je fais de la reconnaissance de visage, et puis je te dis en temps réel si ton compagnon il peut être là ou pas. Ah ouais, vous pouvez faire ça? Ouais. Le lendemain, ils avaient prototypé quelque chose. Un mois après, le projet était présenté en comité stratégique devant Martin Bouygues. Un mois après, il y a eu la création du SPOT, qui est le laboratoire de Bouygues sur le campus. Aujourd'hui, ils ont 200 étudiants qui sont intéressés par leur domaine, qui vont venir prototyper en fonction des besoins. J'ai des étudiants aujourd'hui qui travaillent sur des spiromètres connectés, qui travaillent sur des manchons pour récupérer les constantes de santé, qui travaillent sur des solutions pour essayer de régler les problèmes des acouphènes avec Polytechnique. On a 5400 étudiants. On est certain de trouver des étudiants qui sont intéressés par votre domaine. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de créer le maillage entre votre besoin au quotidien. Donc si votre plus gros problème, c'est la question des lits, il faut qu'on trouve un moyen de traiter ce problème. Et si on se plante, c'est pas grave. On est là pour se planter. On est là pour expérimenter. L'année dernière, le lab Vente Privée a installé un laboratoire où ils vont récupérer dans leurs usines, leurs entrepôts, les problématiques opérationnelles qu'ils ont. Ils expérimentent ça avec une vingtaine d'étudiants. Donc l'intérêt pour les étudiants d'être sur le campus, c'est qu'ils switchent entre la pédagogie et les projets de vente privée. Et sur la dizaine de projets qu'ils ont développés, ils en ont déjà 2 qui a été mis en production. Et les perspectives de gains se comptent en centaines de milliers d'euros. Voilà. Jean-François, donc là, on ne peut pas être plus agile. Un commentaire, Jean-François? Oui, alors, je vais aller dans le même sens. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, par exemple, globalement, à peu près tous les mois, c'est-à-dire que on prend quelqu'un qui a une problématique, un hôpital qui a une problématique, on définit un petit peu avec lui quelle est sa problématique, et puis ensuite on définit dans notre réseau de start-up quelles sont les start-up qui peuvent être intéressants, qui peuvent répondre à ce problème. Donc on discute ensuite, on les fait venir, on discute ensemble pendant l'après-midi, et on voit un petit peu quelle est finalement la start-up qui est intéressée, quelle est finalement pour répondre réellement à cette question. Globalement, on arrive toujours de toute façon à se sortir et à trouver à peu près une solution. Ça peut être un hôpital, ça peut être un groupe pharmaceutique, ça peut être une spécialité, ça peut être, comment dirais-je, une clinique qui a des problèmes, comment dirais-je, pas forcément en rapport avec la santé, mais des gros problèmes d'organisation, des problèmes de RH. Il y a plein de startups sur les RH qui sont extrêmement intéressantes. Donc vous voyez que moi, le deuxième message que je voudrais vous faire passer, c'est pour les urgences. Pour les urgences, certes, la technologie, elle est super pour les urgences. Il y a des choses qui peuvent être très intéressantes. Mais surtout, moi, j'insisterai sur 2 choses. C'est des innovations qui peuvent se faire dans les relations humaines, dans les sciences humaines. Il y a sûrement plein de choses à faire. De toute façon, quand on parle du burn-out, il y a plein de gens qui s'y intéressent. Il y a plein de gens qui ont des solutions de façon pour travailler un petit peu sur la sensation du burn-out,
Comment on peut faire pour l'éviter? Comment on peut faire pour passer à côté? Comment on peut mieux s'organiser pour l'éviter? Donc il y a des tas de choses qui sont très intéressantes. Et dans l'organisation, en fait, il faut vraiment voir les urgences comme une chaîne de soins et pas voir de façon un lieu privilégié. C'est une chaîne de soins. Et je pense que si on travaille sur l'innovation, il faut travailler sur l'ensemble de la chaîne de soins. Juste pour compléter, on a des accords et on fait venir, alors pas avec l'Epitech, on fait avec l'Epita, Polytechnique, Centrale actuellement, sur l'IA, etc. Notre sujet, il est pour faire des proof of concept. Là, on a 3 avec Apple, aussi avec une société, avec Microsoft et avec Cisco. Notre sujet, c'est de dépasser, enfin, une fois qu'on a fait ce premier pas qui est indispensable et intéressant, c'est comment on fait pour l'étendre. C'est-à-dire comment je passe de l'innovation, de l'idée, on appelle ça du proof of concept, ou POC, etc., à l'étape d'après. Là, on est beaucoup plus en difficulté que je connais le directeur de l'innovation de Bouygues, c'était général 50 millions d'euros par an. Il a comme budget le directeur de l'innovation. Enfin, Bouygues, je crois que c'est un peu moins, il doit être à 20 ou 30, enfin, quelque chose comme ça. Et il crée des sociétés anonymes, etc. derrière. C'est une fois qu'ils savent faire passer de l'idée du travail avec l'école à le déploiement sur l'ensemble d'une structure. Pour le moment, nous n'y sommes pas arrivés. Je veux dire, on est dans ces semaines de blocage, marché public, machin, etc., contrat. Nous ne sommes pas arrivés à faire dépasser ça, à faire passer ce cap-là. Je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, au sein de l'AP, c'est un d'énormes efforts pour arriver à dépasser ça. C'est là où on a besoin d'être aidé aussi et travailler sur ce type de sujet. Autrement, on aura plein d'idées, on va vous présenter plein de maquettes, et ça sera très décevant pour vous parce qu'on n'arrivera pas à passer l'étape d'après. Et pour nous d'ailleurs. Alors, on va passer à deux dernières questions. Monsieur Prudhomme. Oui. Non, mais juste une question. On est en phase projet cette journée et est vraiment tournée vers la phase projet. Non, mais je suis sur la phase projet. Je suis complètement sur la phase projet. Alors, tant mieux. C'est-à-dire qu'à partir de ce que disait le directeur général de l'Epitech, quand on a un problème, on essaye de voir comment, avec la technique, on peut résoudre le problème. Moi, j'ai un problème aujourd'hui dans la chaîne de survie. C'est l'interconnexion entre le 15 et le 18. À l'assistance publique aujourd'hui, une des plus grandes métropoles mondiales, aujourd'hui, quand on a un appel pour un arrêt cardiaque, que l'appel tombe au 15 ou au 18, on rentre sur un système informatique l'adresse, ensuite l'opérateur 15 ou 18 prend son téléphone, et donc il y a un deuxième opérateur qui va rentrer dans un deuxième système informatique l'adresse, et là on déclenche les secours. Et on n'a pas de visibilité parce que, à la différence de Uber, je n'ai pas de géolocalisation de mes moyens quand je suis régulateur au SAMU, ni pompier. Donc, dans la chaîne de survie, très bien, qui est Sauve Life, mais dans la chaîne de survie, il faut qu'on se préoccupe de l'ensemble. Mon problème, c'est jusqu'au bout, la chaîne de survie. Et juste parce qu'il faut travailler ensemble sur les projets, il serait bien, moi j'aurais préféré qu'il n'y ait pas une concurrence entre, comme certains l'attisent, entre les pompiers et le SAMU, parce que les pompiers ont mis en place aussi une application du même type. Donc pour la population, c'est un peu incompréhensible parce qu'on fait de la pub pour Sauve Life et eux, ils font de la pub pour Staying Alive. Voilà, donc travaillons ensemble, on a des problèmes communs, mais pas chacun dans son coin. Pierre, tu veux répondre ? Bah oui, c'est la démonstration qu'on est toujours dans le siècle dernier. On a eu une petite bouffée d'oxygène, et puis on est revenu au quotidien. Chacun pour soi, Dieu pour moi. Donc soyons clairs. Les problèmes informatiques, on peut les résoudre quand on veut. Mais les problèmes politiques, il va falloir prendre les responsabilités. Prenons la responsabilité. C'est qui le patron ? C'est le type qu'on soigne. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est quoi la vraie question ? La vraie question, c'est qu'à l'heure actuelle, lorsque vous avez un problème de santé, qu'il soit urgent ou moins urgent, il n'y a personne pour vous aider. Et s'il n'y a pas le 15 qui répond au téléphone, si vous pouvez pas avoir le contact avec quelqu'un où vous avez confiance, un médecin qui vous dise « Moi, docteur, je prends la responsabilité. Voilà ce qu'on va faire pour vous. » Bah, vous pouvez construire tout ce que vous voulez, ça pataugera tout le temps. Qu'il y ait un numéro, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 100, ou qu'il y en ait 0, ça sera la même chose, ça sera le doute. Enlevons le doute. Traitons la santé, répondons à la question. Je ne sais pas ce que j'ai peur, je pense que c'est grave. Comme c'est moi, c'est toujours grave. Et je vais vous apporter cette réponse. Moi, j'ai compris ça en réfléchissant comme vous avec d'autres personnes qui ne font pas du tout le même métier que moi, et qui ont regardé le truc de l'extérieur, qui m'ont dit, voilà ce que je veux. Maintenant, c'est à nous de le construire. Là, on a une fenêtre de tir, on va le faire. Alors, on laisse tomber les conneries, on laisse tomber c'est à moi, c'est à toi, et ainsi de suite. Et on se tourne vers celui qui a besoin de nous, parce que, in fine, c'est lui qui trinque si on merde. Merci Mathias, alors. Moi je voulais parler... alors, on a parlé de trucs technologiques, de l'avenir. Nicolas, il a montré des trucs super, Star Trek, tout ça. Notre problème tous les jours, c'est la recherche de lits. Hein, on le sait.
Le problème, il n'est pas forcément technologique. Parce que de la recherche de lits, faire de la réservation de lits, prendre des lits en urgence, quand vous allez à l'hôtel, ça se fait très bien. Le problème, il est qui prend les responsabilités derrière d'imposer ce genre de choses. La technologie, c'est une chose, mais ça marche sur des humains. Actuellement, on a tous des problèmes de lits. On est la plus grande région de France, on doit avoir un nombre de lits monstrueux. La paix a un nombre de lits. Or, moi, ce week-end, mon unité d'aval des urgences a pris des patients de la paix. Or, la paix, c'est un grand hôtel. Et on en est à nous récupérer des patients de ce grand hôtel parce qu'ils ne savent pas gérer les lits. Moi, je cherche des lits tous les jours. J'ai un bed manager qui fait son boulot, hein, mais on cherche des lits tous les jours. Alors que si on tenait un hôtel, on les mettrait, les lits. Donc la technologie, c'est très bien. En support, moi, je suis pour à fond la technologie. J'ai un smartphone, je suis sur les réseaux sociaux, je programme. J'adore ça, la technologie. Mais par contre, derrière, il y a une volonté politique. La volonté politique, je suis désolé, actuellement, elle est ni dans les directions des hôpitaux, parfois elle y est, mais elle se heurte à la volonté politique des docteurs. Elle n'est pas à l'ARS, elle n'est pas au ministère. Personne n'a tapé sur... Cet hiver, on a eu droit au bed... merde, j'ai un trou, le truc de SUDF. Au bed challenge, pardon. Et donc, on a montré qu'il y avait des tas de patients qui passaient les nuits sur les brancards. Alors, on a eu des articles dans les journaux comme tous les jours. La technologie, on l'a. Hein, c'est de la technologie d'hôtel. On l'a, la technologie. Le problème, c'est que c'est pas un problème technologique. Et on pourra la faire en réalité virtuelle, en tout ce qu'on veut. Ce sera super. On peut avoir le Wi-Fi à l'hôpital. On n'a pas de lit parce que on n'est pas organisé. Donc, il faut faire gaffe aussi à ce qu'est la technologie. La technologie, ça reste un outil et ça ne doit pas être un objectif. Monsieur le directeur de l'offre des soins, c'est le moment. Et c'est le moment, on est à peine hypoglycémique. Vraiment, c'est parfait. Pour une petite conclusion de cette session. Merci Yves, je ne sais pas si c'est parfait et si c'est le bon moment, mais plusieurs choses. Alors, je remercie bien entendu l'ensemble des participants et pour la qualité des exposés. Je pense qu'effectivement, on n'innove pas pour innover. Ça, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. On innove pour des objectifs et en premier lieu, et moi je rebondis sur ce qu'a dit le professeur Carli, on innove pour le citoyen, c'est-à-dire le malade. C'est lui qui a besoin de nous. Parce que finalement, s'il n'a pas besoin de nous, on disparaît, on va tous faire autre chose, on est tous contents. Bon. Et donc, les problèmes, je pense qu'ils ont été identifiés dans la première table ronde déjà. Là, je vais vous citer moi une anecdote, par exemple. Et vous allez voir où je veux en venir. On a dit tout à l'heure, on a un problème de répartition des internes, etc. Et donc, l'administration, au sens large du terme, a innové. Elle a pondu le logiciel Imhotep, par exemple. Il y en a qui doivent voir à peu près ce que ça veut dire, et Anne, qui j'ai vu dans la salle, voit bien à quoi de ce dont je parle. C'est censé améliorer le choix des internes, etc. Bon, voilà. Bon. Non, mais je vais y venir. Ce super logiciel, il est inutilisable. Inutilisable. 2, il n'est même pas fichu de nous donner les données de base, c'est-à-dire où sont les internes, parce que ça ne le donne pas. Voilà. Et 3, c'est quand même incroyable qu'avoir un super outil aussi innovant oblige chacun des internes à venir à l'agence pour que quelqu'un tape sur un ordinateur, puis un deuxième tape, etc., pour qu'on enregistre son choix. Alors que le sujet, il n'est absolument pas là. Le sujet, c'est pas le choix, etc. Ça peut se dématérialiser sans aucun problème, et la technologie, elle existe. Le sujet, c'est effectivement, et le problème, c'est comment on fait en sorte qu'on va avoir les docteurs là où on a besoin de docteurs, et où est-ce qu'on met les internes. Et donc je pense que si ceux qui ont réfléchi à l'outil avaient vraiment pensé à quelle était la problématique sur l'internat, je pense que nous n'aurions pas le fameux Imhotep. Voilà. Mais voilà pourquoi ce que je voulais dire, c'est que, y compris l'administration, parce qu'il y a une très bonne question qui a été posée par Agnès, si l'administration elle-même ne se met pas au service du citoyen et des professionnels que vous êtes, les plus belles innovations risquent effectivement de faire shift. Parce que le directeur des systèmes d'information de la PHP l'a dit, mais on peut réfléchir pendant des années. Moi, on peut aller voir les étudiants pendant des mois, etc. Mais si on a toujours un système qui dit qu'il faut un cahier des charges, que tant qu'il n'y a pas le truc qui est sorti de je ne sais où, c'est pas rien, 3 ans plus tard, il n'y a toujours rien. Et
c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'on va être passé à autre chose et on aura oublié. Et c'est comme ça qu'on met de temps en temps 30 ans pour construire un nouvel hôpital, qui, quand il sort de terre, forcément, il n'est plus complètement innovant et ne correspond pas aux standards. Ça, cherchez l'erreur. Donc je pense qu'effectivement, l'innovation, et alors là, le rôle de l'agence, je pense que si on a investi dans le Lab Santé, c'est pour ça, c'est de dépasser les fourches codines et le carcan administratif. Si on n'ose pas faire ça, on n'y arrivera jamais. Donc, les problèmes, on les connaît. Moi, je suis d'accord avec Mathias. Je pourrais, est-ce qu'il a disparu d'ailleurs, mais je ne le vois plus. S'il est bas. Tous les logiciels existent sur la gestion des lits, etc. C'est une affaire de volonté, effectivement. C'est de la collégialité. C'est-à-dire qu'on dit l'innovation, ça dit de la médecine d'urgence. Mais donc, c'est l'innovation pour l'ensemble du système de santé, puisque la médecine d'urgence, de toute façon, c'est la porte d'entrée du système. Donc, on va innover pour tout le monde. Donc, forcément, qu'ils sont concernés. On posait la question, mais forcément, la médecine d'urgence est concernée, mais comme de par hasard, c'est vrai qu'il y a très peu de start-up. Donc là aussi, on voit bien quand même qu'il y a une erreur. Donc, le rôle de l'agence, c'est, comme tout à l'heure sur les RH, c'est d'accompagner le mouvement, de vous aider à dépasser de temps en temps le carcan. Il faut savoir dépasser la ligne jaune. Il faut savoir dépasser le code de la santé publique ou le code des finances, etc. Parce que sinon, il ne se passera jamais rien. Ça fait 20 ans qu'on en parle, 30 ans, il peut ne jamais rien se passer. Donc, il faut savoir oser. Et ça, c'est notre rôle. Le aller vers que le Premier ministre n'arrête pas de demander aux directeurs généraux d'agences et à leurs équipes, c'est vraiment de savoir dépasser, de faire bouger les lignes. Sinon, on n'y arrivera pas. Et ce que nous a montré le professeur Carli, il n'a pas eu besoin de l'ARS pour le faire. Voilà. Mais il l'a fait et ça marche. Donc je pense que... Mais elle n'était pas contre. Voilà. Et je pense que et vous faites bien de dire ça, notre sujet, c'est surtout de ne pas être un frein. Parce que de temps en temps, on peut vous sortir tous les freins possibles, imaginables. On peut vous en sortir tout de suite, y compris d'ailleurs pour faire les assises régionales des urgences. Il y a tous les freins possibles pour ne pas les faire. Voilà. Donc je pense que l'innovation, c'est au service du malade, au service des professionnels, parce que moi j'ai retenu ce qu'a dit Jean-François Desnaux sur les conditions de travail, etc. Là aussi, on peut innover. C'est l'innovation dans les organisations. Et là, ce n'est pas de la technologie. Les innovations dans les organisations, c'est comment les femmes et les hommes que nous sommes au service des malades, on s'organise mieux pour mieux utiliser finalement les propres ressources qu'on a. Parce qu'on est tous busy, mais finalement, on pourrait peut-être s'organiser autrement avant même de penser à la révolution numérique ou de Star Trek, parce que finalement, c'est des fois des très très bonnes idées. On a parlé des pratiques avancées, etc. Faut y aller. Et le professeur Carli l'a dit, il ne s'agit pas d'opposer les uns et les autres. C'est allons-y, le malade il a besoin de ça, nous on n'en peut plus, comment on s'organise, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va continuer, les gens vont continuer de venir aux urgences. Je ne pense pas que ça diminue, parce qu'il y a un service d'une extrême grande qualité qui est produit. On est tous des usagers du système de santé. Quand on doit se débrouiller par nous-mêmes pour organiser notre parcours, c'est quand même le parcours du combattant. Quand vous allez aux urgences, vous avez tout de suite. Voilà. Et ça, je pense que c'est la force. On n'arrête pas de dire que c'est peut-être une faiblesse, mais non, c'est la force de ce que vous faites tous les jours. Donc on doit faire en sorte que les innovations aident à constituer cette force. On a dit avec Romain qu'on allait essayer de faire un hackathon. Donc ça, c'est le boulot de l'agence sur l'innovation en médecine d'urgence. Allons-y, faisons-le. Voilà, au moins qu'on essaye de vous trouver une salle, etc. On payera la salle. Au moins, c'est peut-être anodin, mais ça vous permettra de le faire. Et je pense que c'est ça. Et on doit être en capacité. Mais c'est vrai que les problèmes, on les connaît. Les besoins, on les connaît. Maintenant, il faut y aller, il faut innover, il faut passer à l'acte. Et surtout, ne pas mettre 50 ans avant de trouver la bonne idée miraculeuse, alors qu'on la connaît tous déjà ici, aujourd'hui. Bon appétit.